à tous, une nouvelle présentation d'un talent français aujourd'hui, Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, on l'associe tous bien sûr au pastis, mais c'est bien plus que ça, et c'est même aujourd'hui le deuxième acteur à l'échelle mondiale dans la fabrication et la distribution de vins et de spiritueux. Et son alcool historique, donc le Ricard, ne représente aujourd'hui qu'une toute petite part de ses ventes. En 2020, Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros, avec près de 20 000 collaborateurs sur 94 sites de production, dans 24 pays, et distribue ses marques dans plus de 160 pays à travers le monde. Donc voilà, la petite marque du sud de la France est devenue un gros géant bien mondialisé. Pernod Ricard est une société qui, comme les précédentes que nous avons pu présenter, a une histoire très ancienne, qui remonte au début du 19e siècle, et plus précisément en 1805. La première maison Pernod Fils, qui a été créée non pas dans le sud de la France, mais attention à Pontarlier, a donc été créée début 19e siècle et faisait à l'origine de l'absinthe. En parallèle, on a quelques décennies plus tard la société Pernod Père et Fils, rien à voir, qui se crée à Avignon en 1872 et qui est également dans le domaine des spiritueux. Cette dernière société dépose la marque Anis Pernod en 1918, tandis que leurs homonymes de Pontarlier déposent eux Anis Pernod Fils en 1926. Ça finit par poser un problème, s'ensuit un procès, les Avignonnais gagnent et les deux établissements qui n'avaient à la base pas grand chose en commun fusionnent en 1928 et ça donne les établissements Pernod que nous connaissons encore aujourd'hui. En parallèle, quelques kilomètres plus loin à Marseille, en 1932, il y a Ricard qui est créé et en 1975, les deux sociétés se rapprochent et donnent naissance au groupe Pernod Ricard. Pernod Ricard, dont le marché historique était celui des anisés, s'est développé par le biais d'acquisitions successives, dont trois principales. La première, c'est en 2001. Donc Pernod Ricard est alors le numéro 5 mondial et il rachète conjointement avec le numéro 1 qui s'appelle Diageo qui est un anglais, les activités vins et spiritueux du numéro 3 qui s'appelle Seagram qui est un canadien. Et donc Pernod Ricard récupère dans la transaction, met dans son escarcelle des marques bien connues comme les whisky Chivas Regal, Glen Grant, Royal Salute et Glenlivet, ainsi que le cognac Martell, et également le gin Seagrams Extra Dry. Donc voilà, première diversification et également première recentralisation sur ses activités cœur, parce que la même année, il cède ses activités de boissons non alcoolisées, parmi lesquelles il y avait Orogena ou Pampril, dont on se souvient. Il les cède donc au groupe Cadbury. Donc voilà, le groupe en 2001 s'étend dans les alcools et se recentre sur son cœur de métier. Deuxième grosse étape, 2005, Pernod Ricard qui est donc devenu le numéro 3 mondial, double de taille en absorbant cette fois-ci le numéro 2, qui était un anglais qui s'appelait Allied Domecq. Et donc, comme dans la foulée, il remporte des marques fortes comme le champagne Moum, qui n'était pas français, curieusement, et Perrier Jouët. Donc voilà, ils sont arrachés à la perfide Albion et reviennent chez nous. Et il achète également les liqueurs Malibu, Kahlúa, le gin Beefeater ou encore le whisky Ballantines. Dernière grosse acquisition en 2008, Pernod Ricard est alors bien établi en tant que numéro 2 et réalise une acquisition significative avec le suédois Vin et Sprit, qui possède entre autres marques la très connue vodka Absolut. Donc voilà pour les années 2000. Dans les années 2010, le groupe continue avec des acquisitions importantes, mais quand même de moindre ampleur, un peu partout dans le monde, un peu dans tous les domaines. Si on en cite quelques-unes, donc du côté des jeans, ils vont acheter le gin hyper premium Malfy, qui est un gin italien, et également le gin artisanal japonais Kinobi en 2020, donc tout récemment. Côté whisky, on peut citer le whisky texan haut de gamme TX également en 2020. Il y a également Italicus, qui est un apéritivo italienne, le vermouth espagnol San Petroni, et ils vont même jusqu'à acheter des mezcals. On peut citer le premier mezcal États-Unis, c'est Del Maguey Sigel Village, qu'ils ont également acheté, ou encore le mexicain Ojo de Tigre. Donc voilà, Pernod Ricard se développe surtout dans la gamme premium, on le note, un peu partout dans le monde et un peu dans tous les types de spiritueux. Alors grâce à cette stratégie qui a porté ses fruits, le groupe s'est constitué un portefeuille unique de marques premium de dimension internationale, l'un des plus complets du marché, avec notamment 16 de ces marques qui figurent dans le top 100 des marques les plus connues à échelle mondiale. Donc c'est vraiment une vraie prouesse. Et il génère son chiffre d'affaires donc par les vins et spiritueux qui sont classés en 6 grandes catégories de produits que l'on va détailler rapidement. Le cercle, c'est 12% de ses ventes. C'est vraiment son portefeuille prestige avec ses marques les plus luxe. On peut citer donc Perrier Jouët, Absolut, le cognac Martell, entre autres. Et donc voilà, c'est vraiment une catégorie qui cible les consommateurs les plus aisés et qui fréquentent des lieux très emblématiques aux quatre coins du monde. Ensuite, deuxième catégorie qui représente 50% des ventes, donc c'est vraiment la principale, et que Pernod Ricard appelle les marques stratégiques internationales. Donc c'est des marques qui sont de référence à l'échelle mondiale sans être nécessairement aussi premium que celles qu'on a citées auparavant. Et donc là, on peut citer donc Ricard, Moom,
Jameson, Glenlivet ou encore Ballantine's. Troisième catégorie, vous allez voir, c'est très bien ciblé. Les marques stratégiques locales, qui sont une quinzaine de marques qui sont spécifiques à certains marchés avec des consommateurs locaux très fidèles et très attachés à ces marques et qui sont donc souvent considérées comme irremplaçables pour certaines occasions et souvent leaders sur leur marché particulier. Alors du coup, on les connaît mal dans les autres pays, mais en France, par exemple, il y a le Pastis 51, bien sûr, ou encore le whisky Clan Campbell, qui est numéro 1 des whisky premium en France. Quatrième catégorie, les vins, qui représentent 5% des ventes et qui sont essentiellement des marques de vins californiens que Pernod Ricard aimerait bien développer. Il essaie de sortir un peu des spiritueux uniques pour s'étendre un peu dans le domaine des vins. Ensuite, cinquième catégorie, on a les spécialités, qui représentent elles aussi 5% des ventes et qui correspondent à la demande croissante qui est un peu dans tous les secteurs de produits artisanaux, qu'on appelle craft dans l'univers anglo-saxon. Et donc voilà, c'est des marques plus authentiques avec une valeur unique et qui permettent à Pernod Ricard de rester cohérent avec les nouvelles tendances de consommation. En France, par exemple, on pourra citer Lillet, qui revient un peu sur le devant de la scène ces dernières années, avec l'idée de consommer une tradition locale, etc. Et les 9% restants des ventes correspondent à d'autres produits un peu moins stratégiques et un peu moins ciblés. Sur le plan géographique, on l'a déjà mentionné, mais on va rentrer un peu plus dans les détails, Pernod Ricard est un groupe qui est vraiment pleinement mondialisé, avec un chiffre d'affaires, donc c'est un groupe qui clôture au 30 juin, donc un chiffre d'affaires sur l'exercice 2019-2020 qui est représenté à 29% par la zone Amérique, dont 20% par les États-Unis, 30% par l'Europe et 41% par le reste du monde, dont 9% pour la Chine et 11% par l'Inde. Donc c'est une répartition qui est restée assez stable ces dernières années, donc on peut considérer que le groupe est arrivé à maturité dans sa mondialisation et qui est remarquablement équilibré. On le voit, il est vraiment présent sur les 3 grandes zones géographiques de manière assez égalitaire. Il vend ses produits par différents intermédiaires, donc bien sûr les magasins, les restaurants, les bars, mais également les aéroports ou encore tous les grands événements, les festivals, etc. On a présenté très rapidement la société, enfin aussi rapidement que possible. Intéressons-nous maintenant à son secteur qui est donc pour 95% des ventes les spiritueux, les 5% restants, rappelons-le, étant généré par la vente de vins californiens principalement. Mais donc, si on regarde le marché des spiritueux, c'est un marché qui est estimé aujourd'hui à environ 500 milliards de dollars, c'est de bonne taille. Il représente en tout 30% du marché mondial des boissons alcoolisées, le reste étant principalement généré donc par la bière et par le vin. Donc, le vin, on l'a vu, Pernod Ricard est un peu présent, la bière, le groupe n'y est pas du tout. Donc intéressons-nous principalement aux spiritueux. Et donc la croissance de ce marché est estimée d'ici à 2025, donc dans les 4-5 prochaines années, à un peu plus de 5% par an, donc un marché qui reste en croissance, et notamment en Asie. La région Asie-Pacifique représente aujourd'hui donc 275 milliards de dollars de marché, donc près de 55% de la demande dans le segment, donc c'est vraiment un enjeu capital. Et le premier pays consommateur de spiritueux étant de manière prévisible la Chine, qui représente 28% du marché mondial. Donc voilà, c'est vraiment colossal en termes de demande. Juste derrière l'Asie-Pacifique, on a les Amériques qui représentent 26% de la demande mondiale, dont 17% seulement pour les États-Unis. Et enfin, donc l'Europe qui représente elle entière 17% également de la demande mondiale, donc le même poids que les États-Unis à peu près. Sur ce marché, on a 3 grands acteurs. On a déjà mentionné le premier qui est l'anglais Diageo. À l'échelle mondiale, le second c'est Pernod Ricard. Mais il y a également un 3e gros acteur et qui monte très vite, qui est déjà plus gros que Pernod Ricard en chiffre d'affaires, mais qu'on peut pas vraiment qualifier de leader mondial puisqu'il est essentiellement présent en Chine, à 97%. Et c'est donc un groupe qui s'appelle Kweichomutai, et donc qui conjointement avec Pernod Ricard et Diageo, donc les 3 représentent 10% du marché mondial. Donc c'est un marché qui est dominé par quelques grands leaders, mais qui est tout de même assez peu concentré. Ce marché présente plusieurs grandes caractéristiques qu'on va détailler très rapidement. Alors déjà, une premiumisation qui est en cours, avec des tendances de consommation qui évoluent avec le développement économique. Alors il y a la culture du cocktail, qui est de plus en plus répandue, le boire moins mais mieux, et de manière générale, la popularité croissante des boissons haut de gamme, notamment chez les millennials, ont un peu poussé la croissance de ce marché. Ça tombe bien, Pernod Ricard est très axé sur les marques premium, on l'a vu. Autre caractéristique de ce marché, on en a parlé un peu juste avant, c'est la forte concurrence. Donc une concurrence qui prend deux formes, les grands groupes internationaux, mais également des acteurs locaux qui sont peut-être mieux implantés avec des prix plus attractifs et une tradition de consommation qui est plus ancrée. On peut citer notamment en Chine le baijiu, qui est un alcool de sorgho ou de riz, qui est notamment commercialisé par le groupe, le leader chinois dont je vous parlais, Kweichomutai. Et donc le baijiu représente aujourd'hui plus de 60% en valeur des boissons alcoolisées consommées en Chine. Donc c'est vraiment énorme et c'est une concurrence redoutable pour les grands acteurs internationaux qui souhaitent s'implanter sur ce marché. De manière générale, les spiritueux représentent, on l'a vu, 30% de la consommation d'alcool mondiale, et principalement en Asie-Pacifique où on en consomme pour 54% en valeur.
mais les alcools forts occidentaux, notamment commercialisés par Pernod Ricard, ne représentent qu'une faible part des alcools consommés. Troisième caractéristique du secteur, il combine des marchés développés, matures et rentables, et également des opportunités de croissance sur les produits à forte marge dans les pays émergents qui sont encore peu pénétrés, comme l'Afrique ou l'Amérique latine, mais aussi et surtout l'Asie et la Chine. Notamment sur ces marchés, les alcools de luxe sont très utilisés pour montrer son niveau de richesse. Donc voilà, c'est des marchés qu'il est vraiment intéressant de pénétrer, c'est ce que Pernod Ricard s'emploie à faire. Autre caractéristique, la réglementation bien sûr, qui est très nombreuse, très changeante selon les pays. Ça va des pays où l'alcool est carrément interdit. Notamment, Pernod Ricard a dû se retirer de l'état du billard en Inde en 2016 parce que l'alcool a été complètement interdit. Mais également dans les pays occidentaux, des réglementations qui sont plus ou moins contraignantes. En ce moment, par exemple, à Paris, avec la crise sanitaire, on ne peut pas vendre d'alcool après 20h. Autre caractéristique, c'est une activité qui est partiellement saisonnière, avec donc des volumes de vente beaucoup plus importants au moment des fêtes de fin d'année ou encore du Nouvel An chinois. Donc tout ça nous amène de novembre à février, en gros, qui sont les 4 gros mois pour la vente de spiritueux. En termes de positionnement, où en est Pernod Ricard? Eh bien, on l'a vu, en termes de chiffre d'affaires pur, c'est le numéro 3 mondial. Derrière, donc, Diageo, l'anglais, et le chinois Kweichow Moutai. Mais comme Kweichow Moutai est présent à 97% en Chine, on peut considérer que Pernod Ricard est vraiment le numéro 2 mondial, donc une position assez enviable. En Europe, c'est le numéro 1. Et sur le segment plus particulier des spiritueux premium, partout dans le monde, c'est également le numéro 1. Donc vraiment une position concurrentielle qui est très forte, avec, rappelons-le, 16 marques de Pernod Ricard qui figurent parmi les 100 premières mondiales. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, Pernod Ricard possède au moins une marque leader dans toutes les principales catégories de spiritueux. Si on en cite quelques-unes par exemple, on a bien sûr Ricard, qui est la boisson anisée la plus vendue au monde, mais dans le domaine des gins, on a Beefeater qui est le numéro 3 mondial. Pour le champagne, Mumm, c'est la 3e plus grande maison de champagne internationale. Et côté rhum, on a Havana Club qui est également en 3e position dans le monde. Donc voilà, vraiment un portefeuille très diversifié, ils sont présents partout et de plus en plus, des grosses marques qui sont fortes en volume et très connues, aux plus petites marques un peu plus premium, un peu plus confidentielles, qui attirent également une demande accrue en ce moment. Le groupe, on l'a vu, fait face à 2 types de concurrents, les gros leaders mondiaux comme le numéro 1 Diageo, également Bacardi Martini, Beam Suntory, Brown-Forman ou Rémy Cointreau, qui eux aussi produisent et distribuent leur gamme de produits dans le monde entier. Et deuxième grande catégorie, des acteurs plus locaux. On peut citer par exemple aux États-Unis Sazerac ou Evenhill, dans les pays du Nord Altia, ou encore en Chine, on en a parlé, Kweichow Moutai. Ce sont des acteurs qui ont généralement une offre plus ciblée sur certains produits dans les zones géographiques spécifiques sur lesquelles ils ont une position dominante. Et en Asie en particulier, ce marché très convoité qui constitue un réservoir de croissance pour le marché des spiritueux, et ce sont encore les acteurs locaux qui dominent très largement. Donc il y a là encore un bon potentiel de croissance à saisir. Si on s'intéresse un peu plus en détail à Diageo, qui est le principal rival de Pernod Ricard et qui est donc un groupe anglais, Diageo donc a lui plus de 200 marques qui commercialisent dans 180 pays. Et donc les plus connues de ces marques, ça va être le côté de gin, Gordon's et Tanqueray, côté vodka, Smirnoff, et pour le whisky, un très beau panel avec toutes les gammes. On a Johnny Walker, J&B, Cardo, No Can Do, Lagavulin et Talisker pour les plus prestigieux, ou encore les bien connus Bellez ou Pim's. Donc voilà, là encore un très beau portefeuille de marques et on l'a vu présent sur les secteurs sur lesquels Pernod Ricard est également présent. Donc c'est son vrai concurrent. Alors est-ce qu'il y en a un des deux qui prend le pas sur l'autre? Si on regarde un peu plus en détail dans leurs comptes, on voit que sur la décennie, alors de manière générale, Diageo a une marge d'exploitation plus élevée que celle de Pernod Ricard, ce qui s'explique parce qu'il y a un effet de taille tout de même. Mais en revanche, on voit que depuis 2010, les deux groupes ont connu une croissance des ventes au même rythme et une croissance des marges d'exploitation également au même rythme. Donc on peut considérer que le marché des spiritueux est pour l'heure suffisamment grand et porteur pour les laisser tous les deux cohabiter en bonne harmonie. C'est un bon signal pour l'instant. Voilà, ils peuvent tous les deux croître tranquillement sans se manger des morceaux. En plus de ce bon positionnement qu'on a vu et de ce concurrent principal qui n'en est pas vraiment un, qui n'est pas vraiment menaçant tout du moins, Pernod Ricard bénéficie de l'atout d'un très bon réseau de distribution qu'il contrôle en grande partie lui-même. Donc ça lui permet de promouvoir au mieux son portefeuille et ses marques. On peut noter également, autre avantage du groupe, que pas mal de ces spiritueux comme le cognac, le whisky scotch ou le champagne sont des appellations d'origine contrôlée, des AOC. Donc ça limite la concurrence sur ces segments parce que ça impose de très fortes contraintes géographiques et techniques. Donc là encore, ça limite les risques de contrefaçon. Alors maintenant, si on s'intéresse à la stratégie de Pernod Ricard, elle est assez simple, on peut la définir en 3 grands points. La premiumisation, on l'a vu avec continuer cet objectif de monter en gamme pour consolider la position de leader du groupe sur les spiritueux de luxe,
parce qu'on l'a vu, ce sont les segments qui connaissent la croissance la plus forte sur le marché. Autre grand volet de sa stratégie, c'est l'innovation, avec donc le lancement de nouveaux produits, le développement de la gamme craft, etc. Et le troisième volet, et si l'on peut dire le socle de sa stratégie, c'est continuer son excellente gestion. De ce côté-là, si l'on regarde, les ventes du groupe ont parfois connu quelques soubresauts, et notamment sur le dernier exercice suite à la crise sanitaire. En revanche, du côté de la marge opérationnelle, c'est toujours exemplaire. Celle-ci est en hausse régulière depuis 10 ans, c'est très impressionnant. Et voilà, Pernod Ricard compte continuer à faire montre de cette bonne gestion qui lui permet ensuite de libérer du cash pour réaliser des acquisitions et continuer à affirmer sa position. Cette stratégie est bonne, et au global, Pernod Ricard peut compter donc sur son excellente diversification géographique, mais également de produits, et cette tradition de bonne gestion pour continuer à s'affirmer en tant que leader mondial, rester dans sa position numéro 2, peut-être même continuer à croître, et on est donc très positif sur ce groupe. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Rappelons-le, ce n'est pas une recommandation, même si nous sommes très positifs sur cette société. Le cours de Pernod Ricard est actuellement assez élevé, donc c'est pas du tout un achat qu'on conseille spécialement. Mais voilà, c'est plutôt un coup de projecteur sur cette belle petite pépite française dont on peut être fier et qui est promis, à notre avis, à un avenir toujours très prometteur. À très bientôt avec l'équipe Hibou.